Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. La guerre en Syrie en est à sa 4e année. Au-delà de la tragédie humaine, il y a aussi le drame de la disparition d'un patrimoine culturel inestimable. Dans l'Antiquité, la Syrie était l'une des plus riches provinces romaines et avant la guerre, ses musées regorgeaient de ses trésors millénaires. Mais aujourd'hui, les musées ont été détruits ou pillés. Quant au sous-sol, il est méthodiquement fouillé par des habitants dénués de tout et qui espèrent pouvoir subsister en revendant leurs trouvailles. Syrie, les trésors à vendre, c'est un reportage de Eddie Awidj pour France 24. Syrie, 4 ans de guerre, une économie exsangue, plus de 3 millions de réfugiés. Ceux qui sont restés au pays se retrouvent souvent sans emploi, dans la misère. Pour survivre, ils sont de plus en plus nombreux à fouiller la terre. Un de nos journalistes syriens est allé à la rencontre d'un de ces fouilleurs, les petites mains qui sont le point de départ d'un trafic international. Nous avons rendez-vous avec Omar, 25 ans, dans la région d'Azaz. Avant la guerre, il était menuisier. Maintenant, je ne travaille plus. Ça fait 4 ans que les usines ont fermé. Omar tient dans sa main une baguette de cuivre. C'est avec ce simple outil qu'il peut découvrir des trésors archéologiques. Comme avec une baguette de sourcier, Omar ressent dans ses mains des vibrations lorsqu'il est en présence de métal dans les environs. Pour trouver des antiquités, il y a des machines, mais nous, on utilise des tiges de cuivre. C'est une ancienne technique. Une technique ancestrale dans la région. Depuis des siècles, les Syriens ont l'habitude de trouver des vestiges en travaillant leurs champs. Pièces de monnaie, statues, mosaïques, poteries. Pour ce fouilleur, difficile de savoir ce que valent ces objets découverts et qui pourrait être intéressé pour les acheter. Mais dans la Syrie du système D, tout est possible. Par exemple, cette pièce que j'ai trouvée, je la prends en photo et je l'envoie par Internet à un expert turc. Il la vérifie et si c'est authentique, je traverse la frontière pour lui apporter. Quelques jours plus tard, il a eu une réponse de son contact turc qui est intéressé par sa lampe à huile. Mais pour lui livrer la pièce, Omar doit se rendre lui-même en Turquie. Il doit donc passer la frontière, une opération délicate. Tous les jours, ils sont pourtant des centaines à y parvenir. Pour se fondre dans la masse, Omar rejoint un groupe de familles syriennes. Il espère qu'il ne sera pas fouillé. Les pièces archéologiques qu'il fait passer sont en général de petite taille. Aujourd'hui, il a pu facilement les dissimuler dans son sac à dos. La frontière, la voici, un fossé, un trou dans les barbelés. Et les voilà déjà en Turquie. À peine la frontière traversée, le petit groupe se fait arrêter par des militaires turcs. Apparemment, ici, c'est une habitude. Les réfugiés syriens ne semblent pas inquiets. Et il n'y a pratiquement jamais de fouilles. Allez, debout. Nous allons comprendre pourquoi. C'est cet homme qui a tout organisé. Ce responsable turc fait office de passeur. Il demande de l'argent pour les laisser rentrer en Turquie. C'est 2500 livres syriennes par personne. Il autorise ensuite les réfugiés à prendre le bus. Chacun peut choisir sa destination. Vous allez à Kilis? Allez monter dans le bus. C'est par ces passages de frontières réguliers que des milliers de pièces archéologiques se retrouvent à travers le monde. Notre enquête continue en Turquie, à Gaziantep, à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne. Sur les 1 300 000 habitants que compte la ville, un quart sont des réfugiés syriens. Pour survivre, beaucoup font du trafic d'objets archéologiques, un commerce qui a presque pignon sur rue. Nous avons rendez-vous avec Hussein, un trafiquant qui, bien avant le début du conflit, avait déjà monté son réseau. Il y a quelques jours, il était encore en Syrie. Mais malgré la guerre, il a passé la frontière sans problème. Aujourd'hui, il est en Turquie pour conclure des ventes avec ses clients.
La pièce la plus chère que vous ayez trouvée, elle vaut combien? Autour de 75 000 $. Et c'était quoi? Une pièce de monnaie en or, De quelle époque? romaine. La Syrie a été l'une des provinces les plus importantes de l'Empire romain. Elle a vu se succéder plusieurs civilisations majeures de l'Antiquité. Et combien de pièces avez-vous trouvé? Beaucoup. Mais celle dont je parle est une pièce rare. Il y avait environ 65 pièces, dont une seule rare. Pour les autres, le prix variait entre 4 et 5 000 $. Avec cette vente, le trafiquant a gagné 290 000 $. Mais ces pièces vont être vendues beaucoup plus chères ensuite, jusqu'à 10 fois le prix sur le marché occidental. Je vous explique. Chaque pièce trouvée circule d'un trafiquant à un autre. La chaîne de vente continue jusqu'à ce que les pièces arrivent dans les mains d'un collectionneur. Et pour les amateurs d'antiquités du monde entier, très facile de savoir ce qu'il y a de disponible sur le marché syrien grâce à Internet. Comme par exemple sur cette page Facebook intitulée « Commerce d'antiquités, vente et achat des antiquités, tableaux, pièces et statues ». Et on peut y trouver une petite annonce. Pour les sérieux uniquement, une mosaïque tapis très beau à vendre dans la ville d'Antakya en Turquie. Envoyez un message privé, pas de commentaire public s'il vous plaît. Mais dans ce business, tous ne gagnent pas la même chose. Ceux qui creusent et font les fouilles trouvent des pièces sans rien savoir sur leur histoire, sur ce qu'elles valent en termes de prix, ni sur leur intérêt archéologique. Les acheteurs, ceux qui connaissent, viennent et proposent des prix allant de 50 à 100 $ pour une pièce qui pourrait se vendre jusqu'à 100 000, 200 000 ou même 1 million de $. En Turquie, il y a des réfugiés syriens qui font du trafic et il y en a d'autres qui luttent contre ce même trafic. Jihad Abbas est docteur en philosophie. Originaire de Damas, il est réfugié à Antakya. Aujourd'hui, il a trouvé un emploi. Il travaille pour l'UNESCO et Interpol. Sa mission, collecter des informations sur ces trafics. Les antiquités, c'est la grande catastrophe. C'est ce qui a été le plus pillé. Par exemple, tu as des choses de grande valeur comme une statue araméenne en bronze et en or. Elle a été volée et emmenée à Beyrouth. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Personne ne sait où elle est. Ces enquêtes, il les mène auprès des autres réfugiés syriens grâce aux bouches à oreille. Le trafic fait vivre beaucoup de petites mains, mais aussi des gros poissons qui profitent de la guerre pour s'enrichir. Les antiquités arrivent jusqu'en Turquie? Les Syriens haut placés, ceux de l'opposition, ils les font venir ici par leur réseau, et puis ça part vers l'Italie. Et dans ces coins-là. Ah, c'est une véritable mafia. Bien sûr que c'est une mafia. Parmi les réfugiés syriens, certains accusent le régime de Bachar al-Assad de profiter des pillages. Mohamed a 22 ans. Il était étudiant avant la guerre et aujourd'hui, il est chargé de communication d'un des nombreux groupes rebelles révolutionnaires. Régulièrement, il fait le voyage entre la Syrie et la Turquie. Il a été témoin de nombreux pillages effectués par les Syriens qui cherchent à survivre. Mais il a aussi découvert comment les soldats de Bachar al-Assad n'hésitaient pas eux aussi à se servir dans les musées. Il y a une semaine, la ville d'Idlib a changé de main. Vous avez des infos sur ce qui est arrivé au musée? Oui, bien sûr. Dans ma mission de communication, j'accompagne les rebelles sur le front dans certains événements. Cette fois, j'étais dans le secteur où le musée est situé. Quand on est entré dans le musée, il n'y avait plus rien, le régime l'a vidé. Le régime a vidé beaucoup d'établissements importants comme le musée, les banques et tout ce genre de lieux. Ils ont tout transporté avec eux. Parce que les vestiges sont estimés à des milliards de dollars. Et le régime le sait très bien. Quand il a vidé le musée d'Idlib, il savait ce qu'il faisait.
Selon les différents témoignages, tout le monde aurait recours au pillage du patrimoine historique syrien pour s'enrichir, que ce soit les milices ou le régime de Bachar el-Assad. Et même Daesh, l'organisation de l'État islamique. Ces images ont choqué le monde entier. La destruction par les soldats de Daesh de pièces archéologiques inestimables, comme ici dans le musée de Mossoul en Irak. Pourtant, malgré les apparences, l'organisation islamiste ne ferait pas que détruire ces antiquités. Elle serait elle aussi impliquée dans le trafic. Et depuis qu'elle menace de les détruire, elle aurait en plus fait flamber le prix de ces antiquités. C'est ce que va nous apprendre Hussein, le trafiquant que nous avons rencontré. Selon lui, Daesh, l'organisation de l'État islamique, tirerait les ficelles de ce business. Avant que Daesh n'arrive dans la région, la situation était plus tranquille. Les gens travaillaient comme ils voulaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions. Si tu veux travailler dans ce domaine, nous avons notre pourcentage. Tout ce que tu trouves doit passer sous notre contrôle. Voilà ce qu'ils nous disent. Tu n'as pas le droit de travailler sans une autorisation écrite de leur part. Et il te faut cette autorisation écrite pour pouvoir travailler. Daesh est impliqué directement dans le marché. Toute pièce trouvée d'une certaine importance est achetée par des gens de chez eux. Ils travaillent en collaboration avec des commerçants qui vendent ensuite à l'étranger. Les propos d'Hussein, le trafiquant, sont confirmés par Jihad, qui travaille pour l'UNESCO et Interpol. Aujourd'hui, Daesh et d'autres milices financent leurs opérations de guerre à travers ce trafic. Ce sont eux qui en tirent le plus de profit. À 22 ans, Mohamed, jeune activiste, est bien conscient qu'une partie du patrimoine et de l'identité syrienne a déjà disparu. Notre pays est connu pour être un pays d'antiquités. Pour nous, voir des antiquités, c'est quelque chose de tout à fait banal. Pourtant, moi, quand je passais à côté des vestiges, je prenais du temps pour les admirer. Et en les regardant, je me demandais ce qui avait pu se produire durant tous ces siècles passés. Les antiquités, les vestiges, c'est remarquable. Quelle que soit l'issue de la guerre, la Syrie de demain a déjà perdu une partie de son histoire. Et en plateau avec nous, Eddy Awidj qui a réalisé ce reportage. Bonjour Eddy. Alors, face au risque de destruction, on a vu notamment les images de propagande de Daesh, c'était en Irak, mais face à ce risque de destruction, est-ce que finalement ce n'est pas un moindre mal que ces trésors quittent ce pays en guerre qu'est la Syrie ? Alors, est-ce que c'est un moindre mal ? Je ne sais pas. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce n'est pas tellement les gens qui font le pillage sur place, qui sont dénués de tout, qui sont responsables. Comment les blâmer ? C'est difficile. C'est difficile de les blâmer, mais ce que disent les archéologues, c'est lorsque vous sortez une pièce et que vous la revendez, le contexte historique est perdu à tout jamais. Donc cette pièce est détruite 2 fois. Oui, on ne sait pas où elle a été trouvée, il n'y a pas ce travail scientifique que font les archéologues quand ils fouillent. Exactement, donc c'est une double destruction. Alors elle va se retrouver peut-être dans une collection d'un riche collectionneur en Europe ou alors dans un pays arabe, mais on a perdu 2 fois cette pièce. Voilà, c'est 2 désastres qui se rajoutent les uns aux autres. Alors, que fait l'UNESCO et que peut faire surtout l'UNESCO, dont c'est censé être la mission première, protéger le patrimoine historique et culturel des pays? Alors, dès le début de la guerre, tous les pays étaient au courant qu'il allait y avoir un problème et un risque au patrimoine syrien, puisqu'il y avait des coopérations qui avaient été mises en place, notamment avec le Louvre et les antiquités syriennes, pour pouvoir les aider à maintenir leur patrimoine. Ce qui se passe, c'est que pour la Syrie, comme pour tout le reste, pour ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire que ce serait un petit peu des mesures sans effet, mais en tout cas, il y a eu une résolution qui a été votée en février dernier, sous l'impulsion de l'UNESCO, qui interdit bien sûr le pillage des antiquités et la revente. Il y a aussi une liste rouge qui a été publiée par le Comité international des musées, avec une façon de reconnaître les antiquités pour pouvoir les identifier. Il y a eu d'ailleurs des cas de restitution, les États-Unis par exemple. Il y a eu quelques cas de restitution à l'Irak. Il y a eu quelques cas de restitution avec les États-Unis à l'Irak, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple les derniers chiffres
d'importation d'antiquités aux États-Unis, entre guillemets légales, qui sont tous au-dessus de 100 ans, a explosé. Alors vous avez 80% qui viennent de Turquie, 134% qui viennent de Syrie, etc. Alors, ce trafic profite évidemment à ceux qui revendent, et on sait que Daesh, notamment, en dépit de ces images de destruction qui sont extrêmement choquantes, profite très largement de ce trafic. Alors Daesh profite, vous avez raison de le dire, de ce trafic. Le fait qu'ils détruisent des images nous font détourner l'attention, parce que pendant ce temps-là, eux aussi organisent le trafic. Ils sont aussi eux qui donnent les autorisations de fouilles, et ce sont eux qui vendent les pièces. Alors donc c'est aussi toujours le double langage de Daesh, mais il n'y a pas seulement Daesh. Tous les protagonistes de la guerre en Syrie utilisent le trafic des antiquités pour financer la guerre. On revoit ces images absolument épouvantables de ce musée de Mossoul, en l'occurrence, et là on parle de l'Irak. Alors, revenons à la Syrie. Face à cet immense malheur qui frappe les Syriens, cette disparition du patrimoine peut être finalement considérée comme anecdotique pour eux. Il y a tellement de plus grave. Alors, pas tellement, puisqu'en Syrie, la particularité de la Syrie, puisque ça a toujours été un grand carrefour de toutes les civilisations, c'est que les Syriens vivent dans leur patrimoine. Lorsque vous détruisez la vieille ville d'Alep, c'est pas seulement détruire une ville-musée, c'est détruire tout un habitat. Ouais. Donc, vous avez des pans entiers de la population, de la société syrienne qui disparaissent. Avec la disparition de ces antiquités et de son patrimoine, c'est toute la mémoire qui disparaît. C'est aussi l'âme du pays. C'est comme si on tuait 2 fois les gens. Une éradication culturelle au-delà de l'éradication humaine. Culturelle au-delà de l'éradication humaine, mais aussi économique et politique, puisque avant la guerre, les 12% des revenus syriens venaient du tourisme. Venaient du tourisme grâce à ce patrimoine. Et on venait voir les trésors. Qu'est-ce qu'on viendra voir le jour que la guerre sera terminée? Plus grand-chose, j'en ai peur. Merci beaucoup, Eddy. Vous êtes donc de retour de ce reportage dans cette région pour nous montrer ces trafics et ces trésors à vendre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.